On ne naît ni mère, ni leader, on le devient. Bonne écoute. Bonjour chers Mum Leaders &Co et bonjour aux auditeurs et auditrices d'RCF Loiret, notre partenaire qui nous suivent ici sur le podcast Mum Leader. Je suis ravie de vous retrouver pour la seconde partie de l'émission. Pour rappel, le sujet du jour est le désencombrement pour notre bien-être. Nous allons donc poursuivre notre conversation avec Maëlle Arlot, fondatrice du Tri du Colibri. Dans la première partie sur RCF Loiret, à la radio, nous avons abordé la semaine du rangement et les bienfaits du désencombrement sur le bien-être mental. Maintenant, sur le podcast, nous allons plutôt aborder le parcours de Maëlle et obtenir davantage de conseils pratiques pour devenir des reines du rangement à la Marie Kondo. Alors, je sais pas si c'est une référence, mais en tout cas, moi, je l'ai en tête. J'imagine qu'on va en parler pendant l'émission. Est-ce que tu es prête, Maëlle ? Je suis prête et encore merci de m'accueillir sur l'émission et le podcast. Très bien. Eh ben, écoute, c'est un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Alors, du coup, Maëlle, moi, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de toi, finalement, et de comment tu en es venue à créer le Tri du Colibri. Oui. Alors, moi, je viens du secteur culturel et événementiel, mais depuis que j'ai 18-20 ans, j'ai orienté mon parcours scolaire, donc post-bac, et mon parcours professionnel de telle manière à acquérir des compétences utiles pour le jour où je lancerai mon entreprise, puisque très tôt, en fait, j'ai su que je voulais être mon propre patron, sauf que je ne savais pas forcément dans quel domaine. Donc, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années à différents postes dans le secteur culturel et événementiel. Donc, j'ai fait de l'accueil, de la billetterie, de la communication. J'ai aussi fait de l'organisation d'événements, donc pour des professionnels, et sur les temps morts en fait de l'événementiel, puisque l'événementiel souvent c'est périodique. Donc sur les temps morts, j'étais à différents types de postes en tant qu'assistante administrative, et là dans des secteurs pas du tout culturels et événementiels, ce qui m'a permis en fait de découvrir plein de différents milieux professionnels. Donc comme je disais, donc j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années, et en parallèle sur le plan personnel, j'ai continué donc à me former sur l'entrepreneuriat, à explorer différentes pistes, différents domaines, à faire un travail aussi sur moi pour découvrir ce qui me faisait vibrer. Et j'ai découvert que je faisais partie de ces personnes qui ont un profil slasher, un profil multipotentiel ou multi-passionné, peu importe le nom qu'on donne, mais en bref, je fais partie de ces personnes qui s'intéressent à plein de sujets. Dès qu'un sujet me plaît, m'interpelle, moi j'ai soif d'apprendre, donc soit par mes propres recherches, soit même en me formant. Et une fois que j'ai fait le tour, je passe à autre chose. Une fois que j'estime que j'ai fait le tour, que j'en sais assez sur un sujet, je passe à autre chose. Donc ça, c'était super avec ma vie professionnelle, puisque j'ai pas mal changé donc de poste. Moi j'aime le mouvement, j'aime apprendre de nouvelles compétences. Donc ça, c'était chouette par rapport à ma vie professionnelle. Par contre, c'est vrai que ça m'a bloqué pendant longtemps pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Bah oui, parce que quel sujet finalement. Exactement, parce que je me doutais qu'en fonction en fait du domaine que j'allais choisir, il y avait de grandes chances que je me lasse, sauf que comme je faisais mes recherches justement sur l'entrepreneuriat en parallèle, je voyais bien que ça allait demander quand même un sacré investissement, que ce soit en énergie, en temps ou même un investissement financier, parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, faut aussi quand même pouvoir assurer les débuts, on va dire. Donc voilà, je voulais être sûre de moi et pas me louper, jusqu'à ce que j'ai la révélation quand j'ai commencé en fait à découvrir les bienfaits du tri chez moi suite à un déménagement. J'ai commencé donc en fait à y voir plus clair sur mes envies, sur ce qui m'animait, sur l'orientation que je voulais donner à ma vie, que ce soit ma vie perso ou ma vie pro. Donc voilà, j'ai plus appris en fait sur moi, sur ce que j'aimais vraiment, sur ce que j'aimais pas aussi, sur mes besoins. Ça m'a apporté beaucoup de sérénité. Moi, j'avais vraiment tendance à être parfois un peu frustrée en fait de pas avoir assez de temps pour tout faire. J'avais du mal à faire des choix des choix entre différents projets. Donc pour le coup, j'avançais difficilement dans mes projets et j'avais tendance aussi à m'éparpiller. Enfin bref, j'avais le profil type de la slasheuse, de la multipotentielle. Et quand en fait j'ai découvert donc les bienfaits du tri par mon expérience donc personnelle, mais aussi après en me formant au métier, j'ai eu envie donc de partager au plus grand nombre ce que j'avais appris.
Et donc je me suis formée et j'avais surtout aussi à la fois envie de partager donc au plus grand nombre, mais surtout aux personnes en fait qui pouvaient me ressembler, celles qui en fait ont toujours plusieurs projets sur le feu, qui ont envie de progresser dans différents domaines, mais qui ont du mal à s'organiser, à prioriser, qui s'éparpillent, qui ont du mal à faire des choix. Et donc voilà, c'est comme ça en fait qu'est venu. J'ai profité en fait de la crise du Covid en fait pour faire un point. Et en novembre 2020, je me suis lancée. J'ai lancé le tri du colibri à ce moment-là. J'ai commencé donc par donner des conseils donc sur mes réseaux sociaux, donc le tri du colibri. Et puis maintenant, j'interviens donc chez mes clients pour les aider à trier, à désencombrer et à réorganiser leurs espaces de vie et de travail. Ce qui peut leur permettre effectivement de réfléchir à ce qu'elles vivent en ce moment, comme toi tu as pu le vivre, à comment organiser les projets en organisant. Finalement, il y a beaucoup de parallèles. Quelque part, tu as une sorte de coaching, mais très opérationnel. Oui, c'est ça. Après, je ne dirais pas que je suis coach, parce que pour moi, coach, c'est vraiment un métier Bien sûr, à part entière. Mais oui, effectivement, en fait, il y a de ça. En fait, on touche vraiment. En fait, c'est pas seulement ranger finalement. Ça, il y a vraiment des choses en fait derrière qui vont en découler, beaucoup plus profondes en fait. Et des fois, en fait, on se doute pas du tout des changements que ça peut apporter dans sa vie. Non, c'est sûr. C'est pour ça que je dis très opérationnel, parce que étant coach, moi, dans l'accompagnement, parfois, pour aider à trier ses idées, à faire ses outils. On cherche justement quel outil on peut utiliser, quel exercice, qu'est-ce qui va parler plus à l'un, plus à l'autre. Et des fois, pour décharger, trouver de la sérénité, typiquement, ce que tu proposes peut être une solution. Exactement. Complémentaire, en fait. Exactement. Sur une petite période. Ça peut être un point de départ même, des fois, en fonction de l'introspection qu'on a, de là où on en est dans ses projets. Mais c'est intéressant de le voir. Moi, je dis souvent que même quand on entame un coaching, il n'y a pas une seule manière d'y arriver et que c'est important de tester des choses différentes pour voir quel impact ça a sur nous. Et c'est vrai que le rangement, le désencombrement, pour un nouveau point de départ, c'est qu'on le fasse de manière accompagnée ou même parfois seul sur toute sa maison ou juste sur une pièce parce qu'on veut installer dans un changement de vie un bureau ou une chambre d'enfant ou peu importe. Mais en tous les cas, ça apporte énormément sur le point de départ, je trouve, sur la manière de réfléchir et d'envisager les choses. C'est vrai que souvent, je peux intervenir des périodes de changement de vie. Ça peut être, là, moi, c'était un déménagement, mais ça peut être la naissance d'un nouvel enfant. Ça peut être, on en a parlé tout à l'heure, après un décès, par exemple. Oui. Il y a vraiment, c'est vraiment à des périodes en fait charnières où en fait, ça va vraiment avoir tout son sens de trier en fait. Tout à fait. Merci pour ça, merci pour ce partage de ton expérience personnelle aussi, finalement. Du coup, pour nos auditeurs, auditrices qui souhaitent commencer à désencombrer, est-ce que tu peux partager des conseils pratiques? Et j'ai presque envie de dire, la première question, ça serait désencombrer, finalement, c'est quoi? Alors, c'est quoi désencombrer? C'est simple, c'est se séparer de ce qu'on ne veut plus. C'est, moi je dirais d'abord, quand est-ce qu'on peut s'y mettre? Quand est-ce qu'on peut s'y mettre? C'est dès qu'on voit en fait qu'on a sans cesse du désordre qui revient chez soi. À ce moment-là, c'est qu'il est temps de désencombrer. C'est un signe qu'on a probablement trop de choses, trop d'objets dans nos espaces. Et donc, à ce moment-là, il est temps de se fixer un petit créneau dans l'agenda sur un moment de libre pour faire du tri et désencombrer chez soi. Et comme je disais, désencombrer, c'est vraiment se départir donc de ces objets en trop, ces objets qu'on n'utilise pas, qui prennent de la place pour rien, et donc s'en séparer. Après, donc il y a différentes manières de séparer de ces objets qu'on ne garde pas. Ça peut être soit les vendre, soit les donner, soit les jeter, mais ça je peux en reparler un peu plus tard. Concrètement en fait, comment on fait alors, je dirais en fait que s'il y a une chose qu'on doit retenir, en fait, c'est que pour qu'un rangement dure dans le temps, puisque finalement c'est ça aussi, c'est le tri, le désencombrement, c'est pourquoi? C'est pour derrière avoir un rangement efficace qui dure dans le temps. Un des éléments déclencheurs, souvent, c'est voilà, j'achète de nouvelles choses et finalement j'ai pas de place pour les ranger, que ce soit des vêtements dans le dressing ou d'autres choses, des bouquins, et puis il y a plus de place dans la bibliothèque. Enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est parfois un élément déclencheur aussi. Oui, donc c'est pour ça qu'en fait, si on veut un rangement qui dure dans le temps, parce que en fait, il n'y a rien de pire vraiment de ranger et de voir que peu de temps après, en fait, c'est de nouveau le bazar chez soi ou dans nos espaces. Donc, pour qu'un rangement dure dans le temps, en fait, pour moi, en fait, il y a 4 étapes. Et les 2 premières, c'est le tri, le désencombrement, c'est essentiel, c'est indispensable.
Et ensuite, dans un second temps, il faudra avoir tout ce qui est optimisation des espaces et des rangements. Et ensuite, le rangement en tant que tel, bien sûr, il faudra en faire de temps en temps, puisque une maison, ça vit avec ses habitants. Donc, il y aura forcément du désordre de temps en temps, mais ce sera beaucoup plus simple ensuite. Par contre, le tri et le désencombrement, c'est vraiment les 2 premières étapes à pas louper. Elles sont vraiment liées, ces 2 étapes, puisque pour désencombrer, il faut forcément trier, pour savoir ce qu'on va garder, ce qu'on ne va pas garder. Et puis, une fois qu'on a commencé à désencombrer même un tout petit espace, ça va permettre d'y voir plus clair pour pouvoir en fait se poser dans cet espace désencombré pour justement trier plus facilement. Et donc, comment on s'y prend dans les faits concrètement pour trier et désencombrer. Donc, dans la première partie de l'émission, j'en ai parlé, il y a des questions qu'on peut se poser pour justement nous aider dans le processus du tri. Ensuite, il y a des méthodes qui existent. Il y a plusieurs types de méthodes. On peut faire soit un tri et un désencombrement par pièce. On peut par exemple se fixer l'objectif de désencombrer la cuisine. Et ensuite, dans la pièce en question, on va trier au fur et à mesure. C'est important de le faire, par exemple, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand on trie des placards, faire de haut en bas et de gauche à droite. Et d'avoir en fait toujours le même sens pour, comme ça, si on doit s'arrêter à un moment donné parce qu'en fait, on met plus de temps que prévu, ça permet de recommencer. On sait en fait où on s'est arrêté et ça permet de recommencer la fois d'après, pile là où on s'était arrêté. Moi, je conseille vraiment de sortir tous les objets des placards et des tiroirs. Alors, bien sûr, pas si on fait la cuisine, on va pas tout sortir et tout mettre sur la table ou le plan de travail qu'on aura bien sûr au préalable. Parce que ça peut être désespérant sinon, en fait. Vraiment, d'y penser, ça donne pas envie. Non. On va faire, par exemple, imaginons qu'on commence par le placard qui est en face de la porte de la cuisine. On sort les objets de ce placard. On peut aussi commencer, comme je disais, par l'étagère du haut, de gauche à droite, et puis on va trier ces objets. Imaginons que ce sont des tasses, on va aller chercher peut-être dans toutes les pièces ou dans tous les placards de la cuisine, les tasses, si jamais on les a pas toutes rangées au même endroit. Comme ça, on les met toutes au même endroit. Donc, encore une fois, soit sur le plan de travail, soit sur la table de la cuisine. Et là, en fait, on va pouvoir, en regroupant donc toutes les tasses au même endroit, ça va permettre vraiment de voir combien on en a, si elles nous plaisent tous, s'il y en a qui sont cassées, abîmées. Enfin voilà, on va vraiment faire un point. Et puis, si on voit si on a des doublons, enfin bon bref, ça va permettre de vraiment garder que celles qu'on souhaite garder. Donc ça, c'est une méthode, c'est de trier la pièce en entier. Pour les personnes qui pourraient se dire « Ouh là là, une pièce, ça va être beaucoup trop... non, je vais pas faire mon tri comme ça, moi ». À ce moment-là, on peut commencer donc beaucoup plus petit, avec seulement, comme je disais, un placard ou un tiroir, toujours en gardant en tête, comme je disais, le fait de faire de haut en bas, et de gauche à droite. Pas s'y perdre, oui. Voilà. On peut se dire, par exemple, si on prend un placard dans le dressing, on peut se dire, aujourd'hui, je vais m'occuper uniquement des pantalons, et puis une prochaine fois, je m'occuperai des robes, par exemple. On peut vraiment y aller comme ça, pas à pas. Le fait, en fait, de trier comme ça et désencombrer de cette manière, de petit à petit, pas à pas, ça va demander moins d'efforts à l'instant T, ça va être plus doux. Par contre, à l'inverse, c'est vrai que ça va peut-être prendre beaucoup plus de temps à trier et désencombrer. Donc ça peut pour certaines personnes avoir un impact sur la motivation qui va peut-être diminuer au fur et à mesure. Donc après c'est vraiment à chacun de voir en fonction de soi ce qui est le mieux. Voilà, donc ça c'est 2 techniques. On peut aussi trier par catégorie d'objets. Donc comme je le disais, ça peut être les tasses, ça peut être les pantalons, les livres. Là l'idée ça va être de regrouper donc tous les objets d'une même catégorie au même endroit et de faire le tri. Alors là, c'est une méthode beaucoup plus costaud parce qu'en fait, on va vraiment aller récupérer les mêmes objets d'une même catégorie partout dans la maison. Et imaginons des livres. Si on a des livres dans plusieurs pièces, dans plusieurs bibliothèques et qu'on en a beaucoup, là, ça va être vraiment costaud. Mais ça va permettre vraiment de bien déblayer une catégorie d'objets d'un coup. C'est d'ailleurs la méthode qu'utilise Marie Kondo pour celles qui connaissent. Elle utilise donc la méthode des catégories et elle utilise l'étincelle, ce qu'elle appelle l'étincelle de la joie. C'est-à-dire que quand on prend, donc si je reste sur les livres, on prend le livre en main. Si on reçoit en fait cette étincelle de la joie, cette émotion positive, ça veut dire qu'on peut garder le livre. Si au contraire, on n'a pas cette étincelle de la joie, on peut se départir
du livre en question. Et pour les personnes qui seraient un peu plus pragmatiques, on peut sinon utiliser la méthode des critères. Et donc là, ça va être vraiment quelque chose de beaucoup plus factuel. C'est par exemple se dire, je sais pas, les pantalons, j'ai décidé de garder seulement 2 jeans, je garde un bleu et un noir. Ou pour les tasses, on est 4 dans la famille, je garde uniquement 8 tasses. Je sais que 2 tasses par personne, c'est suffisant parce que je sais que le lave-vaisselle tourne régulièrement et que pour les besoins de la famille, 8 tasses, c'est largement nécessaire. Mais là aussi, ça va vraiment être en fonction, ça va être propre à chacun, les critères. Donc voilà, l'important, je dirais qu'après, c'est peu importe la méthode qu'on utilise, l'important c'est vraiment de savoir ensuite où on va, de se fixer un objectif clair avant de commencer, de se caler un moment dans l'agenda pour être sûr de s'y mettre, et avant de commencer, de préparer son matériel, notamment des sacs ou des bacs pour les objets qu'on ne veut plus. Là, on va pouvoir donc avoir un bac ou un sac pour les objets à donner, un autre pour les objets à vendre et un autre pour les objets à jeter. À vendre, ça va être tout ce qui est en bon état mais qui ne sert pas ou qui ne sert plus. Attention, avant de se dire je veux vendre tout ce qu'il y a, tout ce que je ne veux plus, attention d'être sûr d'avoir l'énergie, le temps, mais aussi l'espace nécessaire. Parce que c'est un autre sujet, ça. Voilà. Parce que des fois, en fait, on se dit, ah oui, je vais récupérer de l'argent, c'est super. Sauf que si on n'a pas l'énergie pour après faire les photos, faire les annonces, etc., si on n'a pas le temps et si on n'a pas non plus l'espace, en fait. Si l'idée, en fait, c'est de désencombrer, à un moment donné, le mieux, c'est de vraiment faire sortir les choses rapidement. Et une mise en vente, ça va être un peu plus long et ça va pas aider à désencombrer rapidement. Donc ça peut être quelque chose à réfléchir avant de se dire je vais mettre tous mes objets à vendre. Après, il y a une catégorie à donner. Donc là, c'est pareil, c'est tous les objets qui ne servent plus ou pas, mais qui peuvent encore servir à quelqu'un d'autre. Donc là, c'est tout ce qui est en bon état et ou réparable, et c'est ce que je ne souhaite pas vendre, bien sûr. Avant de donner à un organisme ou à une personne qu'on connaît, quelqu'un de la famille, une amie, peu importe, on s'informe quand même avant d'être sûr que l'organisme, l'association ou la personne à qui je souhaite donner l'objet en a bien l'utilité. Oui, l'idée, c'est pas je me débarrasse. Voilà, l'idée c'est pas de refourquer ces vieilleries. Je me débarrasse sans culpabiliser. Exactement. Et ensuite, à jeter, ça va être forcément tout ce qui est abîmé, cassé, usé et non réparable. Et là, on fait bien sûr attention à tout ce qui est tri sélectif et on pense au recyclage avant de jeter. Donc ça demande un peu d'organisation en tous les cas. Enfin, un point de départ, on va dire. Moi, je note la première question qui est combien de temps j'y consacre ? Est-ce que c'est à petits pas ou est-ce que je bloque un week-end et je me fais une opération coup de poing entre guillemets pour me dire je m'y mets et on n'en parle plus quoi. Le canal de vente à réfléchir, parce qu'effectivement entre donner ou vendre, mais vendre, j'ai envie de dire, si on fait une brocante, ça peut être tout d'un coup, puis on voit ce qu'on fait du reste après. Ou effectivement les sites, comme tu disais, mais faut passer les annonces, faut répondre, faut recevoir les personnes aussi. Enfin, c'est Après, je te coupe, c'est vrai que pour les brocantes, en fait, le mieux, c'est de se dire, si après la brocante, il me reste des choses, toutes ces choses-là, par exemple, je vais les donner, je vais donner un exemple, par exemple, Emmaüs. Voilà, j'ai pas réussi à vendre. Est-ce que ça va être vendu forcément à la brocante l'année prochaine ? C'est pas dit. Donc, autant les donner, comme ça, au moins, j'ai récupéré un peu d'argent sur ce que j'ai réussi à vendre. Et puis, le reste, tant pis, c'est donné. Et puis, si ça se trouve, pour l'an prochain, j'aurai peut-être d'autres choses que j'aurai accumulées. Alors, on espère un peu moins. Mais en tout cas, j'aurai peut-être d'autres choses que je pourrais mettre en vente pour la brocante de l'année prochaine. Donc, pas la peine de garder d'une année sur l'autre, si c'est pour se retrouver 10 ans après avec toujours les mêmes objets. C'est certain. Et puis en termes de charge mentale, d'avoir pris la décision avant, finalement, c'est pas tiens, je remballe tout et qu'est-ce que j'en fais et hop, le cirque il recommence, on a pris la décision, on s'y tient et voilà quoi. Ok, super, merci déjà pour ces conseils. Et du coup, tu parlais de l'étincelle, c'est ça, de la technique de l'étincelle de Marie Kondo. Alors, j'ai envie de dire, toi, ton approche, comment est-ce qu'on part justement à Marie Kondo, qui est peut-être un peu plus connue du grand public ? Oui, alors justement, donc qui est Marie Kondo ? Donc pour les personnes qui ne la connaissent pas, Marie Kondo, donc c'est une japonaise consultante en rangement de renommée donc mondiale. Elle a écrit un best-seller qui s'appelle La magie du rangement, qui a été vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Elle a
aussi eu son émission dédiée au rangement sur Netflix. Donc elle a vraiment permis, grâce à sa notoriété, de mettre en avant les bienfaits du rangement et également de mettre en avant le métier de professionnel de l'organisation et du rangement. Et moi je dirais que mon approche diffère de la sienne dans le sens où Marie Kondo elle a créé sa propre méthode de rangement, la méthode KonMari, qu'elle a donc popularisée au travers de ses livres, parce que je pense qu'elle en a écrit, elle en a écrit plusieurs. Donc, elle a popularisé donc sa propre méthode de rangement, donc comme je disais, au travers de ses livres et de son émission. Sauf que pour moi, ça reste une méthode parmi d'autres. Alors, c'est une méthode qui fonctionne, mais qui n'est pas forcément adaptée à tous les profils. Et moi, mon métier, c'est de faire en sorte que le tri, le désencombrement et le rangement durent dans le temps, et pour que une fois que ça soit fait, en fait, on puisse se consacrer à des projets plus enrichissants et plus intéressants pour soi. Et pour ça, moi, je suis vraiment persuadée qu'il faut adapter la méthode utilisée à la fois à l'énergie de la personne, à la fois au temps dont elle dispose, mais aussi en fait à son mode de fonctionnement et à son rapport en fait aux objets. Marie Kondo par exemple, elle préconise, donc elle utilise vraiment la méthode des catégories, et elle préconise en fait de toujours faire le tri dans le même ordre, en commençant d'abord par les vêtements et en terminant par les objets à valeur sentimentale. Or, pour certaines personnes, il peut y avoir vraiment beaucoup d'affect pour les vêtements. Moi, c'est mon cas personnellement. J'ai pas pu commencer par les vêtements. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que... par contre, je suis d'accord avec elle. Il faut vraiment commencer par des objets, comme je disais tout à l'heure, des objets avec lesquels on n'a pas d'affect pour que ce soit plus facile et pour être sûr de ne pas se démotiver dès le départ. Donc voilà, moi je dirais vraiment que la méthode KonMari, ça reste une méthode parmi d'autres. Il y a plein de bons conseils dans son livre. J'invite les auditeurs et auditrices à lire son livre, notamment, donc je disais son livre qui s'appelle, comment je vous ai dit ? J'ai dit, c'est La magie du rangement, voilà. Après, il y a d'autres auteurs et d'autres livres, là j'en ai ramené 2 avec moi. Il y a le livre de Rita Emmett qui s'appelle Ces gens qui manquent d'ordre. Donc Rita Emmett, c'est une conférencière professionnelle qui donne des ateliers sur le manque d'ordre et la procrastination. Il est plutôt pas mal, même si moi, il me parle un peu moins. Mais je sais que il y a plein de conseils pour justement savoir quand est-ce qu'il est temps de trier, de désencombrer, privilégier le don, etc., etc. Et puis, il y a mon chouchou qui est le livre de Francine G qui s'appelle Le bonheur est dans le peu. Et là aussi, il y a une méthode que je trouve très efficace. Et pour les personnes qui veulent commencer à trier et désencombrer seules, c'est déjà bien en fait de lire ces livres et de tester en fait les différentes méthodes qui existent. C'est un bon guide. Ok, super. Et pour ceux qui n'ont pas envie de s'en occuper, finalement, est-ce que c'est une tâche qui peut être délégable ? Alors oui, j'imagine, parce que pour le coup, tu es là pour accompagner. Mais comment ça se passe ? Comment on peut faire ? Oui. Comment on fait pour déléguer ça ? Alors, on peut déléguer dans le sens où on peut faire appel à un ou une professionnelle de l'organisation. Alors après, il y a plein d'intitulés pour ce métier. On va trouver différentes appellations. Il y a le nom du métier. Il y en a certains qui disent home organizer, office organizer pour tout ce qui va être plutôt bureau. Il va y avoir les conseillers ou conseillères en organisation, les coachs en rangement, les facilitateurs ou facilitatrices de vie, etc. Et pour trouver, je dirais, sa professionnelle de l'organisation qu'on a envie, si on a envie d'être aidé, c'est d'aller en fait se référer à des réseaux, à des associations professionnelles qui regroupent justement des professionnels formés et certifiés. Moi, je conseille celle auquel j'ai adhéré, donc la FFPO, Fédération francophone des professionnels de l'organisation, et les fabuleuses Home Organizers, qui ont donc toutes les deux des sites. Et sur les sites, en fait, il y a des cartes interactives qui permettent en fait de trouver le ou la professionnelle de l'organisation le plus proche de chez soi. Et ça permet aussi d'avoir les contacts de différents professionnels. Le mieux, c'est de choisir une professionnelle auprès de qui, en fait, on aura échangé pour voir dans quelle mesure elle peut nous aider, nous accompagner, si c'est dans ses cordes, si ça match aussi au niveau du feeling, puisque c'est quand même important. Bien sûr. L'avantage avec une professionnelle de l'organisation, c'est qu'elle est formée, elle connaît plusieurs méthodes, plusieurs techniques, elle sait s'adapter aussi à son ou sa cliente. L'accompagnement va se faire sans jugement.
soit parce qu'elle est déjà passée par là, soit parce qu'elle en a vu d'autres. Et en plus, une fois que la prestation est terminée, de toute façon, on n'est pas obligé de rester en contact. Donc, ça permet vraiment en fait de se lâcher, d'expliquer pourquoi en fait on est attaché à tel ou tel objet. Je me souviens d'une cliente en fait qui me racontait pour ses paires de chaussures ou pour d'autres objets en fait, pourquoi elle les avait encore et tout. Ça lui permet en fait par la parole en fait de se libérer et après de pouvoir s'en départir. Et elle aurait pas forcément pu le faire en fait avec quelqu'un de proche. La fausse bonne idée, c'est vraiment de faire appel des fois à un ami, une amie ou un proche de la famille, parce qu'on va pas en fait pouvoir vraiment dire vraiment exactement les choses. Parce qu'on a le regard de l'autre, on a peut-être peur de se faire juger, et puis l'ami en fait va peut-être pas forcément prendre en compte nos sentiments, nos émotions, elle va peut-être pas les comprendre, et puis elle va peut-être aussi nous forcer à garder ou à nous séparer de tel ou tel objet, et ça sera jamais le cas en fait avec une professionnelle de l'organisation, puisque avec une professionnelle de l'organisation, c'est vraiment le client qui est le décisionnaire final. Nous en fait on prendra jamais la décision pour le client. Et après, au niveau de la délégation, comme je disais tout à l'heure, donc il y a le tri, le désencombrement. Et une fois que ça c'est fait, en fait, il va y avoir la partie rangement à un moment donné. Et là, si on veut déléguer donc la partie rangement, une fois qu'on a optimisé les espaces et les rangements, pour que ce soit plus facile de déléguer, on peut en fait, c'est important en fait de bien déterminer en amont une place pour chaque chose, de bien regrouper aussi chaque catégorie d'objets dans des rangements pratiques. Comme je disais, donc de vraiment les ranger aussi donc par catégorie, et pourquoi pas mettre des étiquettes ou d'autres repères visuels pour que les différentes personnes qui vont être amenées à utiliser les rangements. Donc, par exemple, si c'est des enfants, pourquoi pas mettre des étiquettes, mais avec des petits dessins. Et puis, pour des adultes, que ce soit écrit noir sur blanc. Mais voilà, vraiment avoir des repères visuels qui vont permettre, en fait, à chacun de ranger de manière autonome. Et puis, si jamais on fait appel, par exemple, à un prestataire extérieur pour le ménage, tout sera bien rangé, bien à sa place. Donc, je sais pas, une femme de ménage, par exemple, pourra retrouver facilement les produits ménagers, savoir où c'est rangé. Et puis voilà, en fait, que ce soit plus simple, ce sera plus facile de déléguer de cette manière. Et puis pour tout ce qui est optimisation, de toute façon, des rangements et des espaces, ça aussi, en fait, ça peut s'étudier et se mettre en place avec, de toute façon, une professionnelle de l'organisation. Comme ça, après, on a tout clé en main et puis on peut après être tranquille pour la suite. Oui, c'est sûr. Puis vous devez être plein de trucs et astuces par habitude de ce que vous pouvez voir chez les uns, chez les autres. Enfin, ça, après, voilà, c'est du partage, du partage d'expérience, hein, effectivement. Oui. Et ben, écoute, merci Maëlle pour toutes ces réponses. Donc, on peut effectivement te retrouver sur tes réseaux, hein, le tri du colibri, s'il y a besoin, pour te contacter. Moi, j'invite, pour ceux qui veulent se lancer, mais pas tout seul, à contacter Maëlle. Hein, c'est très agréable. On arrive au terme, du podcast. Nous avons exploré les avantages du désencombrement, obtenu des conseils pratiques, et ça, pour bien démarrer, c'est quand même sympa. On a vu l'impact sur le bien-être mental et notamment la charge mentale aussi, hein, parce que quand on est bien chez soi et quand on ne voit pas de bazar, c'est des choses auxquelles on pense en moins. Ça permet aussi de faire circuler l'énergie. C'est vrai qu'on n'a pas abordé le thème du feng shui avec le désencombrement, mais c'est complètement en lien. Hein. J'invite ceux qui le souhaitent à aller creuser aussi cette thématique-là. Donc encore une fois, un grand merci Maëlle pour de nous avoir partagé ton expertise. Avec plaisir. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes à venir. On se retrouve de toute façon dans 15 jours sur RCF Loiret, notre partenaire, et ici même pour la partie podcast que vous pouvez entendre sur votre plateforme préférée. Vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn et me retrouver Mum Leader sur Instagram et Facebook. Pour rappel, vous êtes aussi invité comme Maëlle, que j'ai été ravie de recevoir, à participer au podcast pour partager votre histoire, vos idées, vos inspirations, votre expérience, hein, qui d'ailleurs est d'une richesse inestimable pour nos auditeurs, hein, pour créer une vie plus harmonieuse et épanouissante. Un petit clin d'œil aussi, on recherche des partenaires financiers passionnés pour soutenir le podcast et Mum Leader, donc n'hésitez pas à me contacter. Créons ensemble un impact positif et encourageons l'épanouissement professionnel et
personnel. Et un dernier soutien qui me sera très très précieux, et celui-ci il est accessible à tous. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez aussi soutenir les femmes ambitieuses, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme et de me laisser un mot, un commentaire ou éventuellement de le partager avec votre entourage. Un énorme merci pour tout ça. Je vous souhaite un bon week-end à venir et on se dit à dans 15 jours. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à me faire des retours. Dites-moi ce que vous avez apprécié, ce que vous souhaiteriez entendre pour les prochaines fois. D'ailleurs, vous pouvez retrouver Mum Leader le podcast sur Instagram et Facebook. Je vous dis à très bientôt.